Alors d'abord, l'apport capital de cette réforme est la dissociation patrimoniale qui concerne maintenant tous les entrepreneurs individuels à la tête d'un patrimoine professionnel et d'un patrimoine personnel. Les procédures collectives en tirent alors toutes les conséquences. Tout d'abord, au sujet de l'appréciation des difficultés, on appréciera les difficultés maintenant au niveau de chaque patrimoine, en séparant là aussi les patrimoines. Et alors, il y aura une procédure collective qui s'appliquera à tel ou tel patrimoine. 3 situations sont alors possibles. Première situation, les difficultés concernent uniquement le patrimoine professionnel. Dans ce cas-là, la procédure collective concernera uniquement le patrimoine professionnel et il faudra alors prendre garde au pouvoir du débiteur, mais uniquement au sujet des biens qui composent ce patrimoine. Si les difficultés concernent cette fois-ci uniquement le patrimoine personnel, la procédure qui a vocation à s'appliquer n'est pas une procédure collective, mais une procédure de surendettement des particuliers, mais qui elle aussi est caractérisée par des règles restrictives de pouvoir. Le notaire devra donc là aussi, mais uniquement au sujet des biens cette fois-ci personnels, s'assurer que le débiteur ne dépasse pas les pouvoirs qui sont restreints dans le cadre de cette procédure. Et puis, bien souvent, il arrivera que les difficultés concernent les 2 patrimoines. Dans ce cas-là, ce sont les procédures collectives du Code de commerce qui s'appliqueront aux 2 patrimoines en même temps. Et là, les règles de restriction de pouvoir s'appliqueront à tous les biens. La première vérification que doit opérer le notaire, c'est ce qu'on appelle le réflexe Bodac. Il doit absolument s'assurer dans le Bodac que les parties au contrat ne font pas l'objet d'une procédure collective si le vendeur fait l'objet d'une procédure collective. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y aura pas de vente. Mais le notaire, cette fois-ci, au courant de la procédure collective applicable, devra alors obtenir une autorisation de la part du juge commissaire pour effectivement que l'immeuble soit vendu. Il est même conseillé que le notaire obtienne un certificat de non-recours pour qu'on considère que cette autorisation passe en force de chose jugée et est donc irrévocable. Dans le cadre de l'exécution d'un plan, on considère que le débiteur n'est plus vraiment en procédure collective. Mais bien souvent, le plan stipule une inaliénabilité, ce qui interdit la vente de certains biens. Là, le notaire devra vérifier au fichier immobilier si effectivement cette inaliénabilité n'a pas été décidée dans le cadre d'un plan de cession. Si le débiteur est en liquidation judiciaire, le notaire aura à suivre en réalité ici simplement l'ordonnance du juge commissaire qui aura ordonné effectivement une vente de gré à gré et là on applique l'ordonnance. Effectivement, dans le cadre des procédures collectives, des purges vont quand même parfois devoir être opérées, même si ce contexte a une incidence à ce niveau. Alors les premières purges auxquelles on pense sont les purges des inscriptions en présence de sûreté réelle. Alors lorsque la cession s'inscrit dans un plan de cession, c'est simple, le plan opère purge automatique. Là, il n'y a pas de difficulté. En revanche, dans les autres hypothèses, je pense notamment à celles qui sont courantes, les cessions dans le cadre d'une liquidation judiciaire, les cessions isolées, de gré à gré. Là, le notaire devra effectivement opérer les purges, obtenir les purges conformément aux articles 2464 et suivants du Code civil. Le mieux étant quand même d'obtenir une dispense de purge de la part du créancier inscrit et une renonciation aussi aux droits de surenchère. L'autre purge importante, c'est la purge des droits de préemption. Là, il faut distinguer selon le contexte de la cession. Lorsque la cession s'inscrit dans le cadre d'un plan de cession, le but c'est quand même qu'on cède une unité économique entière et donc qu'il n'y ait pas une purge de la part de personnes extérieures qui vont rompre cette unité. C'est pour cela que dans ce cadre-là, il n'y a pas de droit de préemption. On écarte ces droits de préemption, les droits de préemption principaux du Code de l'urbanisme et du Code rural et de la pêche maritime. En revanche, dans le cadre d'une cession classique qui pourrait intervenir dans le cadre de la période d'observation ou pour les cessions isolées d'actifs de la liquidation judiciaire, là les droits de préemption s'appliquent et donc il faudra les purger. Enfin, la purge du délai SRU qui, selon la loi, ne s'applique pas en cas de vente aux enchères. Ça signifie qu'effectivement, lorsque le bien dans la liquidation judiciaire est vendu aux enchères, il n'y a pas cette purge. En revanche, on considère qu'effectivement, lorsqu'il s'agit d'une vente de gré à gré instrumentée par notaire, il faudra opérer cette purge aussi.
Là aussi, il faut distinguer le contexte. Si la vente est opérée pendant la période d'observation ou pendant l'exécution du plan, le principe est que le prix est remis au débiteur, qui est le vendeur, ou, lorsque ses pouvoirs sont réduits, à son représentant, l'administrateur éventuellement. En revanche, si le bien est grevé d'une sûreté, là, le notaire ne devra pas verser le prix au vendeur débiteur, mais devra le consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente après du versement de ce prix aux créanciers inscrits, parfois d'ailleurs surclassés par d'autres créanciers, notamment les salariés. Dans le cadre de la liquidation, enfin, là c'est très simple, la loi prévoit que le notaire doit remettre immédiatement après paiement la somme au liquidateur.